Sédeille, petit village du canton de Fribourg. Cette exploitation, c'est celle d'Urs Kveller. Depuis près de 30 ans, il est producteur bio. Urs fait uniquement de la vente directe. Ça lui permet d'avoir une immense diversité de cultures. On a à peu près 270 légumes différents sur l'année. Après, on a aussi une forêt comestible qu'on a mis en place en 2016 qui abrite à peu près 190 espèces de fruits, de baies différents. Et dans tout ça, il y a aussi des herbes aromatiques, des plantes médicinales, des fleurs comestibles et la production de champignons aussi qui fait partie de l'entreprise. En tout, Urs a près de 6000 clients. Alors ici, on se trouve dans le local où on prépare les commandes qui arrivent par Internet. Donc chaque panier est individualisé, donc préparé séparément pour les clients. On fait entre 120 et 180 paniers par jour. Il a aussi un petit magasin à la ferme qui a beaucoup de succès. Dans le bio, il y a une grande différence entre les petites exploitations comme ici, qui produisent pour la vente directe à des particuliers, et celles qui font du bio destiné aux supermarchés ou à la transformation industrielle. Moi, je peux faire les variétés, la qualité et puis les quantités que je veux. Il n'y a aucune contrainte. Je suis indépendant au niveau de l'achat des semences, je suis indépendant au niveau de la commercialisation, donc une grande indépendance. Sitôt qu'on entre dans la production pour l'industrie, comme ici, dans le Zéland, les contraintes sont énormes. Pression sur les prix, variétés imposées, légumes calibrés. En bio aussi, tout doit être adapté aux machines et aux processus. Il faut dire que l'image saine du bio, ça fait vendre. Entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires du bio a bondi de 20%. Mais les produits qui ont le plus la cote, ce ne sont pas les légumes bio, ce sont ces produits-là. C'est le bio industriel. Dans ces produits, les matières premières ont été cultivées de manière durable, sans OGM ni pesticides. Le problème, c'est que ces matières premières bio ont ensuite été transformées, voire ultra transformées, jusqu'à devenir méconnaissables. Croquettes de rösti, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il faut déjà trouver la pomme de terre, 90%, huile de tournesol, blanc d'œuf en poudre, sel de cuisine, amidon de riz, lait crémé en poudre, amidon de maïs cireux, extrait de levure, épices, fécule de pomme de terre, protéines lactiques, contient du lactose, antioxydants, extrait de romarin. C'est une longue liste. Est-ce qu'on peut appeler bio un produit où il y a autant de produits dedans? Je ne sais pas. L'ultra-transformation, c'est un procédé utilisé depuis les années 80 par l'industrie agroalimentaire. Il y a plusieurs façons d'ultra-transformer un produit, en y ajoutant des substances comme des additifs, des arômes ou des conservateurs, mais surtout en les modifiant par des processus industriels au nom mystérieux comme cracking, ultrafiltration, extrusion. Le but, c'est de déstructurer un aliment chimiquement ou mécaniquement pour le reconstruire ensuite. Le problème, c'est que ça dégrade complètement la qualité de l'aliment, qui perd ses fibres, ses vitamines, son pouvoir antioxydant. De nombreuses études montrent un lien entre la consommation de produits ultra transformés et diabète, obésité ou cancer. Et une fois ultra transformés, les produits bio ne sont pas plus sains que les autres. Nous avons acheté une vingtaine de produits, tous labellisés bio, et nous les avons amenés jusqu'à Clermont-Ferrand, à l'INRAE, l'Institut français pour la recherche agronomique, chez Anthony Fardet, spécialiste de l'ultra-transformation. Il faut regarder la liste d'ingrédients, il ne faut pas regarder la composition nutritionnelle, mais la liste d'ingrédients, c'est le vrai critère de qualité globale de votre aliment. Pour repérer les produits ultra-transformés, il faut chercher ces marqueurs, les marqueurs d'ultra-transformation. Il y en a plusieurs sortes. On distingue 4 grandes catégories. Donc vous avez tous les arômes de synthèse naturelle extraits d'arômes. Vous avez les additifs dits cosmétiques, donc pour modifier goût,
couleur et texture. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les protéines, lipides, glucides et fibres ultra-transformées, donc les isolats de fibres, isolats de protéines. Alors vous avez l'amidon, vous avez le sucre inverti, le sirop de glucose, les maltodextrines, vous avez les sucres hydrogénés, les extraits de malte d'orge, etc. Et puis dans les matières grasses, vous avez les huiles raffinées et ou hydrogénées. Voilà. Et puis enfin un quatrième marqueur d'ultra-transformation qui n'est pas légalement... légalement, on n'est pas obligé de le mettre sur l'emballage parce que ça fait partie sans doute des secrets industriels. C'est des procédés technologiques qui sont... qu'on qualifie de drastiques pour l'aliment dans sa globalité et qui vont déstructurer l'aliment. Ces 4 marqueurs, il faut pouvoir les repérer sur ces emballages. Tous ces aliments en contiennent au moins un. Alors évidemment, c'est pas pareil s'il n'y en a qu'un marqueur ou si vous en avez 10, donc c'est quand même important de pouvoir les repérer. Donc ce produit qui a vocation à être mangé tous les matins par les enfants, bon, le problème c'est que voilà, tout est fait pour laisser à penser que c'est bon pour la santé. Nutri-Score, céréales complètes, bio. Et pourtant, ça reste un produit ultra transformé, une bombe de sucre qu'il faudrait surtout pas donner le matin aux enfants. Donc, sirop de glucose, qui est un marqueur d'ultra transformation, et arôme naturel, qui est un deuxième marqueur d'ultra transformation. Mais le problème de fond sur ce produit, c'est surtout la cuisson-extrusion qui transforme votre fécule et votre céréale complète en quelque chose d'un peu prédigéré, c'est-à-dire que ça va très très vite être digéré, donner un index glycémique élevé, donc en fait, c'est vraiment très problématique ce genre de produit. Et le cordon bleu bio, c'est encore pire. Un amidon de blé, qui est un marqueur ultra-transformation issu du cracking, encore un amidon, deuxième fois, du E410, du sel nitrité, un stabilisant E331, du sirop de glucose, donc un sucre, et puis un conservateur E250, et puis un antioxydant E301. Voilà, donc on a 5 ou 6 marqueurs d'ultra-transformation dans ce produit. Pour certains produits, la version bio semble étrangement plus transformée que la normale. Regardez ces 2 mayonnaises. À gauche, la traditionnelle, avec son huile de tournesol et son jaune d'œuf pondu au sol. Et à droite, la bio, avec son jaune d'œuf enzymatiquement modifié et son amidon de maïs cireux. Quant au jambon bio, on y trouve un étrange ingrédient qu'on ne trouve pas dans la version normale. Dans ce jambon, on va trouver du sirop de glucose, qui est quand même le 3e ingrédient. Donc voilà, normalement il n'y a pas de sucre dans la charcuterie. On va trouver du citrate trisodique et du nitrate de potassium. On a une version bio là qui semble de moins bonne qualité globale que la version conventionnelle finalement. Mais pourquoi du sucre dans cette version bio du jambon ? Peut-être pour abaisser le coût. Mettre un peu de sirop de glucose, même si c'est quelques pourcents, ça suffit pour abaisser le coût global. Parce que c'est tellement peu cher que ça permet de mettre moins de la partie la plus noble, c'est-à-dire la viande, quoi. Sur les plus de 300 additifs, seuls 48 sont autorisés dans les produits labellisés bio. Le problème, c'est que beaucoup d'autres choses sont permises. On va retrouver, par exemple, en grande quantité, comme dans le conventionnel, les arômes naturels, les amidons, les sirops de glucose, et puis on va retrouver des isolats de fibres, de protéines, voilà, tout ça, ouais. Les gens se focalisent toujours sur les additifs, mais en fait, non, ce n'est qu'une petite partie, et encore moins en bio. Donc il faut bien regarder toute la liste des ingrédients, en fait. Au-delà de 5 ingrédients, vous avez toutes les chances que le produit soit ultra transformé. Et attention aux allégations. On a souvent des produits suremballés, on a souvent des emballages très colorés, on a souvent des mentions santé trompeuses, genre enrichi, source de, allégérant. On a des personnages de l'univers des enfants, souvent ça c'est le signe de l'ultra-transformation, ou des portions très individualisées avec des suremballages. Quelques légumes pour faire une bonne soupe bio. Au supermarché, on a trouvé la même. Enfin presque. Soupe de légumes. Je vous laisse prendre et puis vous pouvez me dire ce qu'il y a dedans. Soupe de légumes à la crème, l'amidon, huile de tournesol, épaississant, gomme. Bon, il y a trop de choses pour moi. Non, alors ça, je préfère. Hein. Il n'y a rien dedans. La liste est trop longue. Alors c'est clair qu'un produit comme ça, de le dénaturer à ce point, c'est vraiment dommage parce qu'on a tous ces produits de haute qualité qui a été produits de manière durable, de manière écologique, avec
avec une biodiversité, enfin voilà, tout le sens large du bio. Puis après, on le transforme dans un produit qui n'a plus rien à faire avec ça, quoi. Et c'est juste dommage. Ça fait pas de sens. On croit qu'il suffit de mettre bio pour que le produit soit sain et perçu comme sain par le consommateur, mais non. On est vraiment dans du greenwashing, c'est-à-dire qu'on ne garde pas la vision globale du bio à l'origine, qu'on doit appliquer. Si on veut rester global, il faut aussi prendre en compte le degré de transformation. Mais comment est-ce possible que la matière première bio soit dénaturée et qu'on puisse quand même apposer un label bio sur l'emballage ? C'est parce que les différents labels bio ont décidé d'accepter plusieurs techniques d'ultra-transformation utilisées pour les produits conventionnels. Une politique que Urs Kveler connaît bien. Il faisait partie d'une commission de maraîchers consultés lors des projets de modification du cahier des charges de BioSuisse. Comme le bio a un essor, il y a de plus en plus de grandes productions, enfin des grands producteurs qui défendent leurs intérêts. C'est clair qu'ils ont des grandes quantités à vendre, donc ils sont intéressés que l'industrie reprenne ces quantités. Et il y a aussi une pression de ce côté-là, disant OK, on change ou on adapte le cahier des charges à certains procédés qui peuvent encore aller dans le bio, mais on pousse le bouchon toujours plus loin et puis ça au détriment des petites productions où voilà, nous, on n'a rien demandé, donc on n'est pas intéressé par ces procédés. Urs aussi fait de la transformation, mais hyper simple. Légumes séchés, mélange pour risotto, bouillon, sans additifs ni conservateurs. Et nous, c'est une production, c'est plutôt pour ne pas perdre des produits. Donc, quand il y a une surproduction en été ou quand il y a des produits de deuxième choix, on les transforme pour ne pas les perdre. On ne fait pas exprès une production pour la transformation. C'est les grandes séries de poireaux et de céleri. Oui, il y en a besoin de trop par rapport à... Le bio, c'est des critères ou des priorités qui, elles aussi, parfois se transforment. Hélène Bougouin est ingénieure agronome au FIBEL, l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique. Elle étudie les micro-fermes, à l'opposé du bio industriel. Depuis plusieurs années, elle observe avec attention l'évolution du bio et de ses différents labels, notamment celui de BioSuisse. C'est complètement un exercice d'équilibrisme parce qu'il faut voir quelle est la volonté derrière le fait de faire du bio, surtout quand on se place en tant que label. Le but, c'est que le bio, ça reste un label de confiance, ça reste quelque chose qui porte des valeurs, qui est vrai, qui est proche de ce qu'on avait à l'origine. Mais bien sûr, le but, c'est également de vendre à un maximum de personnes parce que le bio n'a de valeur que si les gens en consomment, pas si ça reste quelque chose de niché qui n'est accessible qu'à certaines personnes. En tout cas, c'est dans la vision de BioSuisse, je pense qu'il y a clairement un mouvement vers le bio pour tout le monde, la Suisse pays bio. Donc le numéro d'équilibriste, il a lieu entre s'adapter aux besoins de la société, et qui est une société de consommation, et puis garder ses valeurs de produire le plus naturellement possible, sans traitement de synthèse, etc. Actuellement, le Bourgeon, label de BioSuisse, ne distingue pas la petite production fermière de la production industrielle. Alors certains ne s'y retrouvent plus. Tout au début, le bio, c'était parti de quelques personnes qui avaient une autre idée, une autre vision de l'agriculture. Et c'est quelque chose qui gentiment a pris de l'ampleur. Et puis c'est clair, quand quelque chose grandit, il y a toujours ce danger de perte d'identité. Et c'est gentiment vers ça qu'on va, donc cette identité de la petite production bio sur une ferme où il y a une diversité de culture, une diversité de production. C'est plus tellement ça, quoi. Donc, même si on le fait croire dans les publicités de la grande distribution où on voit des jolies images d'une ferme et tout ça, mais c'est pas la réalité, quoi. Le bio industriel, c'est un peu la limite du système. Des contraintes de production énormes pour des produits destinés finalement à être transformés au point de devenir inidentifiables. Et on précise que Cédeille n'est pas dans le canton de Fribourg, mais bien dans le canton de Vaud, contrairement à ce qu'on vient d'entendre. Bonsoir Pascal Olivier. Bonsoir. Vous êtes le responsable de l'antenne romande de BioSuisse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce qu'on vient de voir là, est-ce que c'est ça l'esprit du bio ?
Alors, je pense que l'agriculteur résume parfaitement, effectivement, tout l'essor qu'il y a eu dans la production bio depuis 81, fondation de BioSuisse, jusqu'à maintenant, avec une évolution de la vente directe à la ferme, sur des paniers, sur des marchés, à maintenant un bio disponible à toute la population, beaucoup à travers les supermarchés qu'on a en Suisse. Est-ce que ça veut dire que la logique commerciale a pris le dessus ? La logique commerciale a toujours été là, en fait, déjà dès le début. Elle est confrontée, bien sûr, à l'évolution aussi des modes de consommation maintenant des consommateurs, mais elle a toujours été présente parce qu'on a comme but, ça a été dit tout à l'heure, aussi la Suisse comme pays bio. Donc, si on veut aussi offrir des denrées bio à tout le monde, à toute la population, on est obligé de passer à travers les supermarchés. Alors, je vais lire un extrait de votre site internet. C'est écrit « BioSuisse est une organisation proposant des produits alimentaires sains et de grande qualité. Ces aliments ultra transformés, est-ce qu'ils sont sains et de grande qualité ?» Alors, ça a été aussi dit, je pense que tout à fait, les produits sont totalement sains à la base. Et ensuite, ces procédés d'ultra-transformation ou de transformation, c'est quelque chose d'assez remarquable quand même que dès le début, dans les années 80, c'est des paysannes et des paysans qui ont dit oui ou non à certaines méthodes pour transformer. On a parlé de tous ces procédés qui se passent à haute température, avec la haute pression, qui dénaturent les aliments. Et cela, dès les années 80, on a renoncé exprès, si on veut. On a fait vraiment un choix dans ces méthodes. Qu'est-ce qu'on accepte ou qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et ça, c'est quand même remarquable pour une association paysanne. Donc, à la fin, oui, on a quand même des produits qui sont d'une grande qualité par rapport à ce qui peut se trouver en convention. Alors, vous dites on a renoncé à ces méthodes. Tout de même, BioSuisse accepte des ingrédients comme de l'amidon de maïs cireux, de la protéine de lait, du sirop de glucose, qui sont vraiment emblématiques de ces processus d'ultra-transformation. Pour quelles raisons est-ce que vous tolérez ces produits-là? Oui, alors ils sont tolérés, justement. Ça passe à travers une commission vraiment qui est composée de spécialistes qui décident encore quasiment plusieurs fois par année, est-ce que oui ou non on accepte ces produits. Par exemple, pour les additifs alimentaires, qui sont aussi l'objet de grandes préoccupations. Mais sur ces indicateurs d'ultra-transformation, pourquoi est-ce que BioSuisse les accepte? Parce que sinon, on ne peut pas proposer certains produits non plus à la consommation. On doit faire un choix, et c'est effectivement un choix pragmatique, mais c'est un choix avec lequel on peut tout à fait vivre. Ces données, d'ailleurs, sont tout à fait transparentes. Vous les trouvez toutes aussi dans les cahiers des charges disponibles. Alors, vous parlez de transparence. Sur votre site internet toujours, le premier engagement de BioSuisse, c'est lors de la transformation d'avoir des procédés doux. Le cracking, c'est pas un procédé doux. Est-ce que vous nous dites toute la vérité? Oui, alors vous pouvez les trouver. Mais ça, c'est une très bonne question, parce que la liste des ingrédients, on peut y revenir tout à l'heure, mais les procédés pour transformer ces produits, ceux-là ne sont jamais marqués sur la liste des ingrédients. Et c'est là une grande force de BioSuisse, du Bourgeon, parce que pas mal de procédés sont justement... on renonce à certains procédés, justement, par exemple, certaines sortes de cracking ou certaines formes d'extrusion à haute température, haute pression, ceux-là seront exclus. Et ce qui pose d'ailleurs des problèmes aux industries qui transforment les aliments bio. J'allais presque dire qu'ils nous en guirlandent en disant « Mais écoutez, pourquoi on ne peut pas transformer comme d'habitude nos chips qui ont toutes la même forme ?» On dit « Non, ce n'est pas possible. Vous pouvez les transformer, vous trouverez des chips bio Bourgeon, mais par contre... sans l'extrusion à haute température qui permet de remouler cette pâte de chips. Alors, certains sont exclus, d'autres sont bel et bien autorisés. On l'a vu évidemment dans le reportage. Est-ce qu'avec ça, le bio n'est pas en train de perdre son âme ? Je ne pense pas, parce qu'effectivement, c'est vraiment le but d'offrir un maximum de ces produits. Et je suis totalement d'accord aussi de favoriser, ce qui était au début du bio aussi, de favoriser les ventes directes, les circuits courts, les gens qui prennent le temps aussi de cuisiner leurs propres produits. Ça, je suis aussi super content qu'il y a de plus en plus d'épiceries participatives et de choses, même dans des villes, vous pouvez trouver des produits bio non transformés. Mais c'est un effort pour la population. Peut-être c'est en commençant par un produit bio un peu transformé, ou transformé quand même avec ménagement, qu'il aura envie d'aller plus loin, de faire peut-être son propre pain ou d'acheter ses propres légumes pour composer sa soupe lui-même. Merci beaucoup Pascal Olivier. Je vous propose qu'on regarde encore ensemble le prochain reportage. Ça se passe en Allemagne où, vous allez le voir, les conditions d'élevage dans la filière bio ressemblent furieusement à celles de l'élevage intensif des filières conventionnelles. Anne Maillet. Nous sommes au domaine de Kerko, dans la région du Brandebourg, aux portes de Berlin. Une grande exploitation spécialisée dans la viande de bœuf biologique qui ne connaît pas la crise. En tout, nous avons actuellement 420 bêtes sur le domaine et cela inclut les veaux, les vaches allaitantes et toutes les autres. Avec Fabian Pruns, qui est en charge de l'élevage des bovins, et Manuel Punt, le gérant du domaine, nous prenons la direction du pâturage.
900 hectares de verdure pour les vaches allaitantes et leurs petits qui vont y passer entre 7 et 8 mois avant de rejoindre la ferme. Située en plein cœur d'une réserve de biosphère, l'exploitation est traversée par des chemins de randonnée. Elle se veut transparente. Les consommateurs s'interrogent de plus en plus sur l'origine des produits qu'ils consomment et où ils sont élevés. Et nous n'avons rien à cacher. Alors n'importe qui peut venir ici, voir les bêtes dans le pâturage et à l'étable. Chaque année, en réponse à une demande de plus en plus forte, on abatte ici entre 250 et 270 bœufs. En Allemagne, la viande issue de l'élevage biologique représente 4,4% du marché, avec une forte progression ces dernières années. Les ventes qui avaient augmenté de 50% en 2020 ont encore progressé de 20% en 2021. Alors pour soutenir ce rythme, 5 bœufs sont abattus chaque semaine sur le domaine contre 1 il y a encore 5 ans. L'avantage de notre exploitation, c'est que les animaux n'ont pas à subir de transports éprouvants. Le box d'étourdissement est juste là. Le domaine travaille avec des distributeurs locaux et avec le commerce de gros. Mais le succès de la viande bio est tel que 2 boucheries ont été ouvertes dans la capitale allemande. Et malgré des prix en moyenne 2 fois plus élevés que les produits conventionnels, les clients sont au rendez-vous. Parce que la viande est vraiment bonne, elle a le même goût qu'autrefois, un vrai goût de viande. Elle ne perd pas d'eau quand je cuisine. Et pour moi, c'est également important de savoir comment les animaux sont élevés et comment ils sont abattus. Des produits plus sains, meilleurs pour l'environnement et pour le bien-être des animaux. Avec les confinements à répétition et les scandales qui ont secoué l'industrie de la viande conventionnelle en Allemagne, la viande bio coche désormais les attentes de nombreux consommateurs, mais elle ne provient pas toujours de la ferme idéale. Ainsi, les grandes chaînes de supermarchés et les discounters comme Lidl ou Aldi proposent également toujours plus de produits biologiques. Ici, les prix défient toute concurrence comme ces steaks bio à 34,99 € le kilo. La demande est si forte que les éleveurs allemands ne sont pas en mesure d'y répondre. 25% de la viande bio est importée de l'étranger et les dérives se multiplient. Sur ces images, il s'agit d'un élevage de poules biologiques dans lequel entrent les activistes. Et là, on voit bien les conditions d'élevage à l'intérieur, avec des milliers de poules entassées sur des étagères. L'ONG Animal Rights Watch, qui s'est faite connaître pour ses intrusions dans les exploitations agricoles traditionnelles, a désormais les fermes biologiques dans son viseur. Et celles-ci deviennent de plus en plus grandes. Sur les images fournies par l'organisation, rien d'illégal, mais rien à voir non plus avec l'image que se font les consommateurs du bio. De nombreux consommateurs se tournent vers la viande bio parce qu'ils se disent que les animaux ont une belle vie et sont morts heureux. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité. La seule chose qui change pour nos animaux, c'est qu'ils ont quelques centimètres en plus et un peu de paille. Et pour leur abattage, il n'y a pas de critères spécifiques. Ils sont abattus comme les animaux de l'élevage conventionnel. Et en général, cela se passe dans les mêmes abattoirs. Ainsi, en Allemagne, la majorité de la viande bio est abattue chez le plus grand abatteur du pays. Le trajet et les conditions d'abattage y sont les mêmes pour tous. Autre problème, les œufs. Dans la région du Brandebourg, 90% des œufs bio ne proviennent pas d'animaux élevés en petits groupes comme ceux-ci, mais de l'élevage de masse. À Zehlendorf, au nord de Berlin, un groupe de citoyens s'est ainsi battu pendant des années contre l'installation d'un élevage de poules pondeuses en marge du village. C'est ici, sur ce champ, jusqu'aux arbres là-bas, que la ferme devait être construite. Un site avec 42 000 poules pour produire des œufs soi-disant bio. Pour moi, ça a été un choc de me rendre compte que ce genre de ferme existait et de réaliser que ce qui nous est vendu comme du bio ne l'est pas et que ce n'est pas un service rendu aux animaux. Face à la résistance des riverains, l'investisseur a finalement retiré son projet, mais l'initiative citoyenne continue de se mobiliser pour sensibiliser les consommateurs. Sur leur site, on peut notamment déterminer l'origine des œufs achetés au supermarché.
nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas les seuls concernés et que ce problème touche des millions de consommateurs. Nous tous sommes victimes d'une duperie sur l'étiquette. Or, il existe un moyen simple de faire pression sur les discounters, par exemple, en leur envoyant des mails pour leur montrer que les consommateurs s'interrogent également sur l'origine des œufs et veulent savoir s'ils sont vraiment bio. Alors qu'une partie de la filière du bio dérive vers une industrie de masse, les organismes de certification comme le label Déméter, dont les critères comptent parmi les plus exigeants, le concèdent. Le secteur est pour l'heure dépassé par la demande. Livrer de la viande bio allemande de qualité reste une gageure. Au sein de Déméter, nous aurions suffisamment de viande pour répondre à cette demande, mais nous ne disposons pas des structures adéquates pour la satisfaire. Nous devons acheter groupé pour répondre aux commandes des boucheries et des distributeurs, et vu que les élevages sont tous éloignés les uns des autres et ne peuvent pas fournir la même quantité en permanence, il est très difficile de répondre à la demande. Nous sommes donc en train de mettre en place ces structures pour résoudre ce problème. Retour à Kerko. Depuis quelques années, d'autres éleveurs de la région confient au domaine l'abattage de leurs cheptels. Ces porcs ont fait un trajet d'1h30 environ. Ce n'est pas très long, mais les animaux sont quand même très stressés. Les porcs livrés ce jour-là vont donc passer 2 à 3 semaines dans leur enclos avant d'être emmenés à l'abattoir. Ici, on milite pour une viande biologique respectueuse du bien-être animal et accessible pour tous. Mais pour le gérant, cela se fera uniquement avec une prise de conscience des consommateurs. C'est uniquement possible si tout le monde accepte de changer ses habitudes alimentaires et réalise qu'on ne peut pas continuer à servir de la viande tous les jours. Parce que pour répondre à une telle demande, il faudrait que la filière du bio se calque sur le modèle conventionnel. Cela signifierait donc qu'il faudrait élever beaucoup plus d'animaux. Et plus d'animaux, cela signifie aussi moins de place pour chacun d'entre eux sur les pâturages. On serait obligé, même dans le secteur du bio, de les élever sur des surfaces étroites. Et ça n'est pas compatible avec des structures comme la nôtre. Un objectif qui concorde avec les recommandations de la Société allemande de nutrition. Celle-ci conseille une consommation maximale de 600 grammes de viande par semaine, soit la moitié de la consommation actuelle de produits carnés en Allemagne. Pascal Olivier, vous êtes toujours avec nous. Alors, ce qu'on vient de voir se passe en Allemagne, mais comment garantir aux consommateurs suisses qu'il n'y a pas le même genre de dérive ici ? Alors justement, par rapport à l'exemple très parlant des poules, où on a parlé de 42 000 poules possibles en bio, ici déjà en Suisse, au niveau PER, donc au niveau non bio, on arrive à 18 000 poules maximum, mais en bio, on a réduit à 2 000 poules maximum par unité. Donc vraiment déjà, par l'effectif, on peut vraiment avoir une garantie que ce genre de scénario ne se passera pas. En plus, il y a le pâturage obligatoire, 5 mètres carrés de pâturage par poule, en plus avec des arbres dedans. C'est pas du tout le genre de modèle qu'on peut retrouver en bio européen. Là, on a vraiment un temps d'avance sur la détention animale. On gardera l'œil sur ce point également. Merci beaucoup Pascal Olivier d'être venu répondre à nos questions. On vous souhaite une très belle soirée. Merci. Un peu de glamour maintenant dans cette émission. Au rayon maquillage, l'eyeliner, c'est le petit pinceau qui dessine un regard de velours en quelques secondes. Évidemment, le produit est au contact de la peau. Évidemment, il pénètre souvent dans l'œil. Et malheureusement, il contient parfois des composants tout à fait problématiques. Le test de nos collègues de Kassensturz, adapté par François Janet. L'eyeliner liquide, c'est pas du tout mon truc. Je n'ai jamais essayé. Juste un trait, comme ça, sur le dos de la main, un joli trait, c'est pas évident. Et encore moins sur l'œil. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui l'aide d'une experte. Fabienne Paoli est maquilleuse professionnelle. Elle maquille les stars qui apparaissent sur le tapis rouge au Festival du film de Zurich, par exemple, et elle maquille des mannequins pour des productions photos. Parmi ses clientes, elle compte des stars hollywoodiennes comme Sharon Stone, des musiciens célèbres et Sabrina Lehmann. Fabienne Paoli, kohl ou eyeliner liquide, c'est un peu comme le crayon de couleur ou le feutre. Concrètement, c'est quoi l'avantage d'un eyeliner liquide ?
Avec un feutre, on a une pigmentation beaucoup plus forte, c'est-à-dire que le résultat est beaucoup plus probant et donc on a un regard beaucoup plus intense. On peut aussi travailler plus précisément, mais cela demande un peu plus de pratique. Fabienne Paoli sait comment tracer un trait parfait sur les paupières. Et puis après, il suffit de faire un trait après l'autre. On peut vraiment commencer par l'arrière et faire des petits points et les relier comme on le sent. Voilà, nous sommes prêts. Je peux regarder? C'est fou, j'ai pas du tout le même look que d'habitude. Kassensturz et le magazine K-Tip ont fait tester 14 eyeliners liquides comme ceci dans un laboratoire spécialisé. Tous les eyeliners du test sont disponibles dans le commerce de détail ou dans des boutiques en ligne. On en a trouvé des bons marchés à 3 francs et des plus chers jusqu'à 21 francs. 5 de ces produits résistent à l'eau. Tous les eyeliners du test sont noirs. Le laboratoire a d'abord évalué la facilité d'application des eyeliners et la durée de tenue de la couleur. Les expertes et les experts ont regardé comment les produits résistaient au quotidien. Les 14 eyeliners ont obtenu soit une note suffisante, soit une bonne note à l'utilisation. En revanche, en ce qui concerne les composants, on a découvert que certains eyeliners contenaient des parfums allergènes et que l'un d'eux contenait même une substance cancérigène. L'eyeliner NYX est jugé insuffisant. Le produit reçoit une note décevante parce que le laboratoire a trouvé des nitrosamines. Nous avons demandé à une experte quel est le danger réel des nitrosamines, car les nitrosamines sont considérées comme cancérigènes. Claudia Lang est médecin-chef à la clinique de dermatologie de l'hôpital universitaire de Zurich. Quel problème peut-on trouver dans un eyeliner? La question est de savoir quel est l'effet si on l'utilise tous les jours pendant des années. C'est très difficile à prévoir, parce qu'on absorbe bien sûr qu'une petite partie de ce qui passe à travers la peau. Mais si on le sait, mieux vaut l'éviter autant que possible. Le laboratoire a trouvé des parfums allergènes dans 4 autres eyeliners. Ceux-ci posent problème car ils peuvent déclencher des réactions allergiques. Mais souvent, ils ne sont pas mentionnés sur l'emballage ou alors en bien trop petit caractère. Si l'on est allergique et qu'on utilise un produit qui contient ce parfum, on n'aura pas ensuite un bel œil bien marqué, mais on aura un œil tout rouge qui brûle. Ces 4 eyeliners obtiennent une note globale suffisante. Le laboratoire a trouvé des parfums allergènes dans le produit de Colistar et même des parfums présentant un risque d'allergie élevé dans le liquide eyeliner de Santé. Cela a dégradé le résultat de ces 2 produits. L'eyeliner de L'Oréal et le produit Essence, qui est résistant à l'eau, eux, ne contiennent pas de substances indésirables. 4 produits également jugés suffisants, mais l'eyeliner de Benecos ainsi que le Tattoo Liner contiennent des parfums allergènes, ce qui entraîne ici aussi une dépréciation de leur note. Le laboratoire n'a pas trouvé de parfum problématique en revanche dans les eyeliners de MAC et Revlon. Fabienne Paoli sait bien qu'un trait d'eyeliner plus long et plus épais, un effet appelé wings, donne des yeux qui paraissent plus grands. C'est pourquoi ils sont si appréciés des stars. La visagiste travaille tous les jours avec des produits cosmétiques. Leurs composants posent bien sûr des questions sensibles. Est-ce que ça intéresse les clientes et les clients? Est-ce qu'ils en parlent? Ces dernières années, ça a beaucoup augmenté, ce que je trouve vraiment très bien. C'est une évolution positive. Ils se renseignent toujours plus sur les composants et sur les produits non testés sur les animaux. Je trouve ça vraiment très bien. Ces eyeliners terminent le test pratique avec une bonne évaluation globale. Aucun ne contient de composants indésirables. Avec un prix de 86 centimes par millilitre, Wet n Wild est le produit le moins cher du test. Avec une note de 5,4, l'eyeliner d'Art Déco est le vainqueur du test. Il ne contient pas de substances problématiques et obtient également les meilleures notes du test pratique. Ces 5-là n'ont pas de composants problématiques et fonctionnent aussi quand on en a besoin.
L'Oréal, la maison mère de NYX, se dit surprise de la quantité de nitrosamine. Elle écrit « Des traces de ces substances pourraient être inévitables lors de l'utilisation de certaines matières premières ». L'Oréal qui annonce qu'elle mènera des recherches complémentaires. Et à propos des parfums problématiques, Benecos précise que conformément au règlement européen sur les cosmétiques, ceux-ci peuvent être présents en respectant les restrictions en vigueur. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Et le temps maintenant de retrouver l'actualité conso de Viviane Gabriel. Bonsoir. Bonsoir. Avec, pour commencer, des applications qui nous veulent du bien, en tout cas en apparence. Vous les connaissez peut-être, on les installe sur son téléphone pour méditer, pour gérer le stress, les insomnies, voire les angoisses. On peut même prier avec. La plus populaire s'appelle Calm. On lui prête 100 millions d'utilisateurs, un chiffre qui a explosé avec la pandémie. Le hic, c'est qu'il y a de sérieux doutes au niveau de la sécurité et de la confidentialité de ces applications. De sérieux doutes, voire de grosses lacunes, selon la fondation Mozilla, qui a testé 32 de ces applications. Résultat, 26 sont considérés comme peu sûrs. 2, tout de même, tirent leur épingle du jeu. Mais là, mieux vaut parler anglais parce qu'elle n'existe pas en français. L'une d'elles s'appelle PTSD Coach. Elle a été développée par le département américain des anciens combattants. La deuxième s'appelle Wiza. Alors, on a soumis les résultats de l'étude de Mozilla, qui est donc l'éditeur du navigateur Firefox, à un expert en sécurité des données. Regardez. Je pense qu'effectivement, il faut être très prudent par rapport à ces applications parce qu'elles requièrent de la part de l'utilisateur de fournir des informations qui sont extrêmement personnelles, extrêmement sensibles, comme par exemple la situation d'un conflit familial, la situation d'une dépression. Et donc, ces informations pourraient être utilisées à des fins malveillantes. Donc quand on regarde les risques évoqués par la fondation Mozilla, on voit en fait publicité ciblée, des trucs pour nous garder le plus longtemps sur cette application. On a envie de dire que ça n'a pas l'air si méchant que ça. Alors ces risques-là sont effectivement les risques les plus fréquents, dans le sens qu'il y a cette tradition d'exploitation à des fins de publicité des données personnelles. C'est maintenant une véritable industrie qui pèse des dizaines de milliards par année au niveau mondial. Dans le cas le pire, on pourrait imaginer que ces données tombent dans les mains, par exemple, d'une secte qui cherche à identifier les personnes les plus vulnérables de manière à finalement les embrigader et à leur extorquer de l'argent. Tout dépend après de la politique qui va être suivie en matière de gestion de ces données par les personnes qui gèrent ces applications. À partir du moment où on entre les données dans le téléphone, ces données automatiquement se retrouvent sur des serveurs. Ces serveurs sont le plus souvent aux États-Unis. Là-bas, il y a une grande pratique finalement de mercantilisation et d'exploitation finalement commerciale des données. Donc dans le pire des cas, effectivement, ces données peuvent être vendues ou mises à disposition à des organisations extrêmement peu scrupuleuses. Donc de votre point de vue, ça veut dire qu'il faut complètement renoncer à ces applications ? Je pense qu'il ne faut pas y renoncer complètement parce qu'elles apportent un certain nombre de bénéfices quand elles sont bien faites au niveau de l'équilibre mental, au niveau de la santé. Par contre, elles peuvent être utilisées de manière prudente, en évitant de fournir trop d'informations, peut-être en fournissant des informations qui sont un petit peu éloignées de la réalité, par exemple sous la forme d'un pseudonyme, et puis en évitant le couplage avec les informations qui se trouvent dans un réseau social. Des bénéfices, à condition évidemment que ces applications soient efficaces. Est-ce que leurs bienfaits pour la santé sont avérés? A priori non, nous dit la fêtière romande d'Action en santé psychique, et ça ne remplace pas un contact direct avec un professionnel. Alors ça peut servir dans certains cas, à condition de savoir qui est derrière l'application. Et là on peut avoir de sacrées surprises, à l'image d'une application de prière qui a été testée par Mozilla et qui aurait été créée par une société de jeux mobiles. Des surprises, il y en a sans doute encore dans votre panier. Et là, ça sent le jardinage, ça sent le printemps. On va parler du sort de ces pots en plastique une fois que le contenu a été planté au jardin. Souvent, ils s'empilent vides sur le balcon, à la cave ou ailleurs. Ou à la poubelle, ouais. Et ça, c'est une aberration du gaspillage pour les créatrices de l'action Pas de pot pour la poubelle. Pendant 4 semaines, elles ont organisé la collecte de ces objets à Genève. Et ça, donc, c'est tout ce qu'elles ont récupéré. Environ 6 mètres cubes. Ça représente la capacité d'un véhicule utilitaire qui, là, en l'occurrence, a échappé à la poubelle. Alors, que faire de ces pots C'est la question que nous avons posée à Odile Niederhauser, alias Madame Pepperpot, qui, avec l'association Les Défricheuses, a lancé cette action. Le souci en Suisse, c'est qu'il n'y a pas de solution pour les particuliers. Ils ne se recyclent pas, donc ça finit aux ordures ménagères.
Du coup, il va y avoir une valorisation thermique, mais ils ne seront pas réutilisés ou recyclés. Comment on peut réduire l'utilisation de ces pots quand on jardine? Suite à l'action Pas de pot pour la poubelle, on s'est dit qu'il y a peut-être 3 solutions pour les éviter ou les réduire. La première, ce serait d'avoir une filière de recyclage, justement. Aujourd'hui, en Suisse, on recycle essentiellement comme plastique le PET, voire aussi un peu le Sagex. Mais pourquoi pas avoir une filière par rapport à ces polypropylènes ou polystyrène. Maintenant, le souci avec le recyclage, c'est qu'en amont, il doit être très bien trié. On ne doit pas mélanger les plastiques. D'autres solutions sont peut-être plus intéressantes. On l'a vu avec l'action, les gens sont prêts à les réutiliser. Ce qui serait, je pense, très bien à mettre en place, c'est des endroits de dépôt, mais où c'est très clair les types de plastique, avec peut-être un dessin ou comme ça, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde, le polypropylène, mais et c'est bien trié. Et puis, les exploitations ou autres viennent se servir, et au bout d'un certain moment, ça part dans la filière de recyclage, qui n'est aujourd'hui pas accessible aux particuliers. Mais voilà, ça part dans une entreprise de recyclage à Genève qui met en balle, et puis qu'après, envoie ça en Suisse allemande, ou en tout cas en Europe, pour être recyclé. Ici, on est dans un endroit spécial qui offre encore une autre possibilité pour jardiner, en fait. Tout à fait. Donc encore mieux que le recyclage et que la réutilisation, c'est la non-utilisation des pots en plastique. On trouve directement le planton dans la motte de terre. Et comme ça, on peut les prendre dans une cagette et il n'y a pas de pot plastique. On plante directement chez nous, il n'y a pas de pollution plastique. Et du plastique, on passe à cette paire de boucles d'oreilles que vous avez achetée chez Lovisa. Voilà, vous savez tout, hein, et tous les clients qui étaient dans la boutique en même temps que moi le savent, car oui, adieu anonymat, hein, à la caisse de Lovisa, le client doit maintenant donner son adresse mail, et donc souvent son nom, pour recevoir un ticket électronique. Hein. Le ticket papier, lui, a disparu. C'est quand même passablement intrusif. Comment est-ce que l'enseigne justifie le fait de demander cette information de manière systématique? Alors, l'écologie, m'a dit la vendeuse, alors bon, ça complique quand même un petit peu la vente, hein, alors que d'autres, au contraire, cherchent à la simplifier, à l'image de Mastercard. Alors, démonstration, imaginons que je vous achète quelque chose, Linda. Combien je vous dois? 112 francs 40. Voilà. Alors, voilà comment je vais vous payer. Un geste de la main, un sourire. C'est le système Payface. Il est testé au Brésil dans 5 supermarchés. Alors, à voir quand et si il débarque chez nous. Mastercard, en tout cas, est confiant. Toutes les recherches que nous avons menées montrent que les consommateurs adorent la technologie biométrique. Fin de citation. Ah bah, je me réjouis beaucoup du passage en caisse quand on sera tous comme ça pour régler nos achats. Encore une petite merveille de technologie avant de se quitter. Hein. Voici le robot burger qui voit le jour aux États-Unis après 17 années de recherche. Donc si je comprends bien, après l'automate à fondue, l'automate à pizza, l'automate à panini, on a maintenant un automate à hamburger. Oui, en 6 minutes, ce robot grille le pain, la viande, ajoute le ketchup, la moutarde, assemble tout. On devrait le retrouver dans les universités, les hôpitaux et les aéroports. Hasard de calendrier, ce robot arrive en même temps que le rapport de l'OMS sur l'obésité en Europe. L'obésité qui continue de progresser de manière inquiétante, donc le burger avec modération, c'est mieux. Avec modération, même s'il a quand même fallu donc 17 ans de recherche, on retiendra aussi ça. Merci beaucoup Viviane et très bonne soirée à vous. Merci.